vous, mais si on ne l'a pas, bien évidemment, on va essayer d'aller la chercher pour vous l'envoyer après ça, là, soit dans notre courriel hebdomadaire ou par courriel. Ça va pour tout le monde comme déroulement? Pas mal tous des visages qu'on connaît, oui. OK, donc si on se lance, je vous le dis, je me disais d'entrée de jeu, j'étais comme, ouais, c'est pas l'entracte avec les meilleures nouvelles, mais en même temps, c'est l'entracte où je vais vous dire un peu la vérité de ce qui se passe sur le terrain, ben, ce qui se passe dans les décisions. Si on commence avec le budget du gouvernement du Québec, vous avez peut-être vu et entendu les sorties. On en a quand même parlé au niveau du rendez-vous des OCA, mais la petite différence, là, c'est qu'il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées depuis le dépôt du budget. On rentre dans les prochains jours en étude des crédits. Puis là, je veux juste vous expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas la démarche, c'est que le gouvernement du Québec dépose un budget, mais ce budget-là, au moment où il dépose, il y a comme 6 semaines de flou où il n'est pas encore en application, ce budget-là, parce que toutes les dépenses doivent être étudiées dans ce qu'on appelle l'étude des crédits. Et dans le fond, le budget, c'est après l'étude des crédits qui est votée à l'Assemblée nationale puis qui devient opérant. Donc, vous avez probablement entendu parler des investissements majeurs dans le communautaire, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions pour le PSOC qui a été annoncé. Et c'est ça. Fait que vous comprendrez qu'on est extrêmement déçus, surtout à l'année passée où on avait eu un investissement de 75 millions dans le mouvement communautaire pour l'ensemble des secteurs. Il y avait eu un 40 millions au niveau du PSOC, puis il y avait eu un 35 millions pour les autres secteurs de l'action communautaire autonome. Donc, si on revient à un investissement de 10 millions au PSOC, on s'attend dans la région à avoir à peu près 506 000. Fait que puis les besoins que vous exprimez sont toujours de l'ordre d'environ 32 millions. Fait que vous comprenez que cette année, il va y avoir vraiment une majorité d'organismes qui vont être fâchés de recevoir une lettre qui dit qu'il n'y a pas de rehaussement cette année. Parce qu'on ne pourra pas répartir le 506 000 entre l'ensemble des organismes de la région de la Naudière. En fait, possiblement que ça va être les organismes de la phase 1 qui vont recevoir du financement, puis je pense que c'est la seule marge de manœuvre qu'on va avoir avec un investissement aussi petit. Fait que ça, je vous dirais, c'est notre grosse déception. Autant le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQAK, a sorti d'ailleurs une lettre ouverte. Si vous ne l'avez pas vue, on l'avait mis, je pense, ça fait 2 semaines dans le courriel hebdomadaire. On invite encore à la faire circuler. C'est sûr que cette pression-là est bonne. Puis surtout que la lettre ouverte disait clairement ce qu'on pense. Le gouvernement est revenu dans ses bottines en disant ben, de toute façon, le communautaire va quand même faire sa job. Puis même si on ne le rose pas, il va être encore là à répondre présent. Puis il y a comme une écœurantite qui commence à sentir dans le mouvement et la lettre ouverte le nomme d'une très belle façon avec exaspération. Là. Les mots sont un petit peu plus durs. Là. Enfin, je dirais même dans cette lettre ouverte-là de notre réseau québécois. Donc ça, voilà, c'est la première nouvelle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Vous voulez réagir à cette information-là? Vas-y, Mélanie. Dans le 10 millions, Hugo, parce qu'il était. Est-ce que vous m'entendez bien malgré mon masque? Oui, bien. OK, parce qu'on est deux dans le bureau, hein, puis les nouvelles normes font en sorte que même si on est à 2 mètres, il faut porter un masque. Alors, dans le 10 millions, je voulais savoir si ça comprend, parce que tu sais, il y a eu des annonces pour les groupes de femmes, pour les maisons. Est-ce que c'est compris là-dedans? Non. C'est pas compris, c'est à part. Oui, il y a comme eu les annonces qu'on appelle sectorielles Oui, c'est ça. avec vraiment des organismes ciblés ou des secteurs ciblés. Ça exclut le 10 millions. Le 10 OK. millions, c'est comme ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années, là, le fonds d'équité du PSOC. OK, c'est bon. Fait Merci. au total, si on prend les sommes sectorielles, on est à peu près à 26 millions. OK. Mais ce n'est pas du PSOC large. Puis il y a beaucoup d'ententes aussi là-dedans.
Hugo, si on va dans le chat, veux-tu que je te fasse le suivi du chat? Bien sûr. On a 2 questions. En fait, je vais te donner les 2, d'accord? Puis on peut répondre. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour se mobiliser? Mélissa, des Répits de Gabi. Puis, c'est quoi un organisme de phase 1? Donc, de Jocelyne Santé à Cœur. Parfait. Je commence par la phase 1. Ça va être plus rapide à répondre. Dans le cadre de financement du PSOC, on a, dans le fond, 3 phases de financement. Et les phases de financement, c'est où votre organisme est rendu dans son financement. Donc, la phase 1, c'est les organismes qui ont entre 0 et 43 % de la balise budgétaire. Donc, si vous n'avez pas atteint 43 % de la balise budgétaire, ou nous, on dit de seuil plancher, bien, vous êtes dans la phase 1. Après ça, la phase 2, c'est les organismes qui ont atteint entre 43 et 75 % de leur balise budgétaire. Et après ça, la phase 3, c'est ceux qui ont 75 % et plus de leur balise budgétaire. Fait que ça, c'est la réponse pour la phase 1. Et là, pour se mobiliser, qu'est-ce qu'on fait? On a eu une rencontre au Réseau québécois de l'action communautaire autonome v'là 3 semaines sur justement la réaction budget, sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse tout le monde ensemble. Et de cette rencontre-là, ce qui est sorti, puis ça va faire plaisir aux organismes de la région de la Nodière, c'est que on ne fera pas des activités à déploiement régional vues nationalement qui vont finir par une grosse manif à Québec puis qu'on va envoyer des lettres aux députés. Ça, là, ce genre de plan-là, là, au RQAK, ça ne passait plus. Et j'étais très content parce que c'est pas mal ce que vous nous avez dit quand on vous a rencontrés sur la mobilisation. Donc là, en fait, il y a 2 choses qui se passent. Le RQAK est en train de travailler avec le COCO de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » pour revoir un peu sa structure organisationnelle pour que la campagne soit vraiment sous le chapeau du RQAK pour leader les actions. Et là, ce qu'on vise actuellement, ce sont des actions de visibilité pour dire au gouvernement, dans le fond, qui ne fait pas sa job envers les organismes communautaires, puis qu'en ne finançant pas les organismes communautaires, ben, l'impact, c'est sur les communautés du Québec. Et pour ce faire, on vise vraiment des publicités à la télé. Il y a en fait un fonds au CRTC qui existe qui est pour des messages à caractère public. Et en fait, si vous vous souvenez, les Auberges du Cœur, vous avez sûrement vu les belles annonces qui passaient à la télé que des personnes appelaient pour avoir un séjour en auberge. Puis là, ils demandaient est-ce que vous avez un problème X, Y, nanana, pour un peu démystifier qu'est-ce qu'était une auberge du cœur. Puis de ce qu'on a appris, c'est que dans le fond, ces publicités-là, c'était pas payant dans le sens pour les faire diffuser à la télé. C'était dans le fond, justement, des annonces à caractère public. Dans le fond, l'argent sert à créer la publicité. Et on est en train de travailler pour avoir ce filon-là, donc une publicité qui passerait à la télé et qui pourrait être relayée après ça sur les médias. Et l'objectif en arrière de ça, et ça aussi, je pense que vous allez être contents, c'est qu'on a besoin de créer un momentum pour être invité dans des émissions de services publics. Exemple, tout le monde en parle. Je pense que tout le mouvement communautaire du Québec souhaite que le mouvement se retrouve à tout le monde en parle. Fait que l'idée, c'est de créer cet effet-là, mais pour créer l'effet, ça passe par un effet médiatique. Là, vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'une grosse mob, ça marcherait. Oui, mais c'est parce qu'on en a fait plein de grosses mobs puis ça n'a jamais résulté par des invitations à la télé. Fait qu'on essaie un nouveau chemin. Et l'autre chose aussi qu'on nous a dit pendant la rencontre du RQAK, moi, je n'étais pas tout à fait en accord avec ça, mais je pense que c'est à cause de ma région. Les gens disaient, on ne peut pas demander aux organismes de se mobiliser, ils sont tous épuisés, ils sont tous fatigués, ça ne leur tente plus. Fait qu'ils cherchaient des actions qui n'allaient pas demander d'énergie aux organismes pour justement plus de visibilité. Moi, j'amenais un son de cloche un peu différent. Je disais, je pense que les groupes sont fatigués, épuisés, puis ça, je le reconnais. Mais je pense que quand on fait des activités
ensemble, ça nous énergise aussi. Fait que de ne pas nécessairement complètement tasser les organismes communautaires d'une mobilisation. Puis on a quand même été plusieurs à nommer cet effet-là. Évidemment, on ne va pas demander de faire une marche Montréal-Québec en temps de pandémie. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais d'un autre côté, il y a quand même peut-être des actions qu'on peut faire tous ensemble qui créent une pression aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on est à regarder parce que l'idée, c'est un peu de changer le public cible. Là, on veut vraiment casser la croûte qui nous empêche d'aller dans les médias publics, les médias nationaux, je veux dire, pour justement créer cette pression-là envers le gouvernement. Fait que vous voyez, là, c'est quand même un changement de cap assez important, mais il y a cette envie-là là, qu'on parle de nous. Puis, on l'a quand même bien fait là, quand on fait des mobilisations, des activités dans la région de la Naudière, on est couvert là, dans notre région. Quand on demande aux organismes d'être là, vous êtes là, là. On en a encore une belle démonstration avec la mobilisation pour le report de l'application du cadre ministériel du PSOC. On a été la région qui a participé le plus à l'action de la CETROC avec 155 organismes qui ont embarqué dans la mobilisation. Fait que vous êtes là, vous répondez présent quand on fait des actions de mobilisation. Mais là, c'est comme une autre étape là, qu'on a besoin de vivre. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on envisage la mobilisation, là, je vous dirais, dans les prochaines semaines pour continuer à tabler sur le fait qu'on n'est pas content. Puis là, il y en a qui peuvent se dire « Ouais, mais c'est trop tard? » Mais c'est sûr que par rapport au budget, il est trop tard, là, dans le sens qu'il a été déposé, l'étude des crédits s'en va et la cible est vraiment la mise à jour économique du mois de novembre. Parce que dans le fond, il y a deux moments importants là, au niveau du budget au Québec. Il y a le dépôt du budget puis la mise à jour économique en novembre. Fait que là, on va miser sur de la pression pour la mise à jour économique. Puis notre objectif, c'est cette mise à jour-là, parce qu'après ça, ça va être le budget électoral. Puis vous savez comment c'est un budget électoral. Le budget électoral est un peu... ça va dépendre après ça des résultats des élections. Et on voit le cycle, puis c'est pas pour vous faire peur, mais là, regardez les dépenses que le gouvernement met en place. Il va en mettre encore plus en place en 2022. Puis là, qu'est-ce qu'il va vous dire en 2023? Bien, qu'il n'y a plus d'argent, puis l'austérité. Hein, le cycle est clairement, on commence ce nouveau cycle encore une fois. Fait que c'est sûr que les gains qu'on doit faire, c'est le plus tôt possible. Fait qu'on en est là pour ce qui est de la mobilisation. Dans les commentaires, Hugo, Richard dit que c'est intéressant comme action, tout le monde en parle. On disait aussi que les publicités des auberges du cœur étaient à la radio également. Puis, il y avait des commentaires là, en lien avec le budget, là, faible investissement PSOC. C'est plus qu'insultant là, dans le caractère essentiel des services et activités des OCA, surtout encore plus en temps de pandémie. Donc, les gens allaient dans ce sens-là. C'est assez les ententes. Donc, on vous ressent à travers l'écran dans ce que vous dites également. Croyez-moi que j'aurais bien plus préféré de parler d'un 100 millions investi dans le communautaire qu'un 10 millions. Là. Fait que ça allait, Hugo, pour le chat, c'est ça qui est... OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au budget? Non, ça va. Fait que, évidemment, on va vous tenir informé du développement de la campagne de mobilisation. Puis, ça l'a passé vite, mais je le répète quand même, c'est important parce que cette année, le conseil d'administration de la Troquelle, on avait eu une discussion sur les liens pour travailler entre les regroupements sectoriels nationaux, entre les regroupements régionaux. Pour nous, on voulait un peu plus de cohésion pour vous aider dans tout ce travail-là d'organismes communautaires. Puis, c'est vraiment intéressant de voir que le RQAK, la Coalition des Trocs, la Table nationale des CDC a commencé ce travail-là. Et vraiment, là, on s'enligne vers le fait que en fait, il n'y aura plus de coco officiel à la campagne Engagez-vous. Ça va être un comité du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Puis ça, ben, ça faisait quand même peut-être environ 3 ans qu'on le demandait là, comme région, que ce soit le véhicule du RQAK qui soit le porte-parole, puis le porteur de la campagne Engagez-vous, parce que c'est lui, dans le fond, qui regroupe les 4000 organismes communautaires. Fait que c'était quand même drôle d'avoir le RQAK qui participait à un comité qui représente les 4000 organismes. Tu sais, dans notre tête, on trouvait que c'était un peu bizarre comme démarche ou comme façon de faire. Fait que là, on est super contents, nous, de notre bord, du fait là, que justement le RQAK se mouille et qu'on va
tous travailler ensemble là, à l'intérieur du RQAK. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble des regroupements qui sont au RQAK. Fait que ça va donner une force de frappe nouvelle aussi à la campagne, justement à l'aube dans le fond du prochain cycle électoral. Fait que à ce niveau-là, en tout cas, pour notre mouvement, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas encore donné de résultats, mais c'est en train de s'opérer en ce moment. On pourrait y aller avec le deuxième point d'actualité, qui est aussi moche. Ça fait quelques années, en fait 2 ans, qu'on vous parlait du plan d'action gouvernemental en action communautaire, le fameux PAGAC. Le PAGAC avait été annoncé pour le printemps 2021 et il a été repoussé à plus tard. Puis là, j'aurais aimé ça vous dire une date, mais ils ne nous en ont pas dit. En fait, ça, là, je vous dirais, le budget plus le PAGAC, pour nous, ça a été l'équivalent d'une claque d'en face. Là. On nous a mobilisé fort sur le PAGAC. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale nous avait tout au long du processus dit à quel point c'était important, puis on y arrivait, puis on était... puis même toute l'année pandémique, on leur disait, mais vous êtes sûr qu'avec la pandémie, c'est encore à l'ordre du jour? Puis eux continuent à travailler. Et finalement, ben, c'est ça. Ce qui a été annoncé, c'est que c'était reporté. Fait qu'évidemment, ça a été la deuxième goutte qui a fait déborder le vase, je dirais, par rapport à ces annonces-là. Ce qui a aussi motivé la lettre ouverte, là, dans le fond, on parle pas mal de ces 2 sujets-là dans la lettre ouverte du RQAK. Parce que le plan d'action gouvernemental était là pour répondre à plein de défis de notre mouvement, était là aussi pour ramener la politique de reconnaissance de l'action communautaire à l'actualité, parce qu'elle a quand même 20 ans, cette politique-là. Puis dans l'appareil gouvernemental, souvent on nous disait votre politique, elle commence à être vieille, elle est de moins en moins appliquée. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une super grosse déception. Toutefois, je dirais peut-être la bonne nouvelle qui s'en sort, c'est qu'il y a déjà eu une rencontre de travail entre le ministre et le RQAK, où ce qu'on nous a dit, c'est que c'est vraiment au ministère des Finances que ça l'a bloqué, que le ministère du Travail, lui, avait ficelé le PAGAC, avait ficelé l'énorme somme qu'il demandait pour le mouvement communautaire. Et là, je dis l'énorme somme parce qu'on ne nous a toujours pas dit qu'est-ce qu'il revendique pour le mouvement. Puis que c'était vraiment au niveau du ministère des Finances qu'il y avait eu un nom, que dans le fond, ce n'était pas recevable pour cette année. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une cible aussi, à voir qui on a à sensibiliser, qui on a à motiver à investir dans le mouvement communautaire. Donc ça, c'est dans le fond intéressant pour nous donner, dans le fond, je dirais des éléments là, pour continuer la mobilisation. Et l'autre élément, c'est que le ministère intensifie les travaux avec le RQAK parce que le ministère vise aussi la mise à jour économique pour un potentiel lancement du PAGAC. Donc, c'est comme si l'horizon printemps 2021 devenait l'automne 2021. C'est sûr que nous, on est un peu échaudés, surtout qu'une semaine avant, pour tous ceux qui étaient au forum Voir Grand, le ministre a encore parlé du PAGAC, même s'il commençait à reculer un petit peu dans ses propos. Fait qu'on a trouvé ça plate de la manière que ça a été annoncé. Par contre, ils se mettent en action. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a déjà une rencontre de travail dans 2 semaines. Puis, ils se mettent en mode... Le PAGAC est écrit là, au niveau du ministère. Fait qu'ils se mettent déjà en mode... Il y a peut-être certains éléments qu'on pourrait déjà travailler et ils veulent commencer le travail sur l'écriture d'une loi cadre pour l'action communautaire autonome. Et ça, ben, je vous avoue que c'est peut-être le plaster qui le fait le plus de bien sur cette situation-là, parce que ça fait des années qu'on demande une loi cadre en action communautaire, justement pour donner plus de force à la politique de reconnaissance. Et ça, ben, le ministère s'est engagé à travailler, puis pas avec les fonctionnaires, on est avec le sous-ministre et le directeur de cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. Fait qu'on a comme monté une marche, là. Fait que la lettre ouverte puis le ton fâché des organismes communautaires a quand même ouvert une brèche, là. Évidemment, je vous dirais, es-tu emballé, Hugo? As-tu comme confiance que... Ben là, c'est sûr qu'avec le budget qu'on vient d'avoir là, ma confiance puis mon optimisme n'est pas à son meilleur niveau, je vous dirais, mais je suis bon joueur. Le ministre a fait
son mea culpa, il nous a expliqué la démarche, il nous a, je vous dirais, un peu mis dans le coup. Fait que ça me donne le goût d'y croire, mais peut-être pas avec le spring que vous me connaissez habituellement, là, où je partirais genre prêt au combat, légion, gang, on se mobilise. Je n'ai pas tout à fait cette énergie-là, mais en même temps, je ne veux pas y croire, puis je ne suis pas blasé dans la vie non plus. Fait que je suis comme dans une énergie entre les deux, mais je vais contribuer du mieux que je peux à titre d'administrateur du RQAK, ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Je vous dirais, pour ce qui est du PAGAC, ben, c'est un report, mais par contre, au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on n'est pas en mode pause, mais il y a des travaux qui vont s'effectuer. Ils veulent aussi faire une étude plus statistique. Ils aimeraient ça avoir des chiffres à donner au ministère des Finances. Puis le fait qu'ils veulent le faire en collaboration avec le RQAK, c'est quand même intéressant pour ne pas se dénaturer dans des chiffres. Vous le savez, là, des chiffres, ça peut vouloir dire n'importe quoi. On aurait peur d'être justement utilisé en mode cheap labor ou regarder combien ça coûte pas cher le communautaire, puis alors que ce n'est pas ça qu'on voudrait faire valoir, ça serait beaucoup plus l'impact économique des organismes communautaires. Fait que le fait qu'on va le travailler avec le ministère, bien, ça peut être intéressant aussi. Fait que comme vous voyez, il y a quand même là, du travail qui s'enclenche. Là. Le ministre n'a pas baissé les bras, mais c'est sûr qu'ultimement, ça aussi, ça va demander de la pression pour qu'on réussisse à avoir le PAGAC. Puis, tu sais, ça demandera de parler à nos députés, ça demandera de parler à nos ministres, ça demandera de parler au premier ministre qui est dans notre région aussi. Fait qu'il y a quand même il y a de l'espoir. Je vous dirais, moi, je suis en mode espoir. Puis, à un moment donné, il va faire encore plus beau, puis l'espoir va faire place à l'optimisme. Fait que j'en suis là. Des questions par rapport au PAGAC? Il n'y a rien dans le chat non plus, Hugo. Peut-être juste dire, j'ai vu, il y en a au début qui ont dit qu'ils devaient quitter là, un petit peu plus tôt. Juste vous dire que l'entracte est enregistré puis qu'il va être disponible sur la chaîne YouTube. Donc, si vous manquez un petit bout puis que vous voulez l'écouter, il va être disponible bientôt. Donc, je le dis pour les personnes qui vont quitter tout à l'heure. Il y a une main levée, Elena. Là, vous avez parlé dans le PAGAC qu'il y a le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Y a-tu le santé aussi, le ministère de la Santé? Non. C'est deux choses distinctes? Oui, exact. En fait, c'est que le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est le ministère qui est responsable de l'application de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Fait que c'est ce ministère-là qui gère, dans le fond, ce qui est action communautaire au sens large. Oui. C'est vrai, ils sont comme plus en retrait. OK, c'est bon. Exact. Puis, dans le fond, après ça, il y a ce qu'on appelle les ministères bailleurs de fonds. T'sais, le ministère de la Santé finance le PSOC. En solidarité sociale, il y a les organismes en défense collective des droits, les CDC. Ministère de la Famille pour les organismes familles, ministère de l'Éducation pour les groupes en éducation, puis ministère de la Culture et des Communications pour les groupes, les médias communautaires. Fait qu'eux, c'est comme les ministères bailleurs de fonds. Mais celui qui est responsable de l'application de la cote dans l'appareil gouvernemental, c'est le MTES. C'est le fun des entractes que ça permet des fois de juste comme éclaircir ces petits éléments-là qu'on comprend que nous, c'est notre quotidien, mais ce n'est pas nécessairement le vôtre. Là. Fait que ça va pour le PAGAC? Fait que je vais pouvoir céder la parole à Maya. On va inverser les rôles. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des aires ouvertes. Donc là, je vois des visages que j'ai vus à une rencontre régionale qu'il y avait mardi. Donc, je sais qu'il y en a qui sont au courant de ce que sont les aires ouvertes. Pour certaines personnes, ça ne dit peut-être rien du tout, puis c'est normal. Donc, j'ai préparé ce matin un petit PowerPoint express là, parce que je me suis dit que ça nous aiderait peut-être à suivre un petit peu l'information. Je vous le dis tout de suite, le PowerPoint tel qu'il est là, on ne vous l'enverra pas, dans le sens où il a été fait rapidement. Il faut que je rajoute des références. Je ne veux pas envoyer non plus n'importe quoi. Par contre, c'est un sujet sur lequel la Troquelle va se pencher, qu'on va documenter, puis il y aura un petit document là, d'information et d'analyse qui vous sera envoyé prochainement. Donc voilà pour l'information. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Ici. Voilà. Donc, vous voyez bien.
S'il y a des questions, n'hésitez pas, là, Hugo va s'occuper du chat. Puis s'il y a des mains levées, tout ça, là, on va prendre les interventions peut-être à la fin de la présentation ou on verra en cours de route, Hugo. Oui, moi, je les vois s'il y a des interventions, Maya. OK, parfait. Donc, aire ouverte, je trouvais ça important de commencer par les définitions qui sont données, OK, au niveau du gouvernement. Puis après ça, on va tomber là, de qu'est-ce que c'est de manière concrète, mais je vais vous les lire parce que je trouve ça important de saisir l'esprit dans lequel les aires ouvertes sont mises de l'avant. Il y a du bruit, hein, chez nous. Ils ont décidé de faire le ménage du terrain chez nous. Il y a beaucoup d'actions. C'est pas si pire, mais on entend un petit parfait. bruit de fond, moi, je l'entends beaucoup, mais OK. Donc, une des définitions, on dit une aire ouverte, c'est le réseau des services intégrés pour les jeunes au Québec. Il offre des ressources, des services et du soutien aux jeunes de 12 à 25 ans. OK? Un autre élément de définition, on dit le réseau s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus vaste du système de santé mentale et de toxicomanie au Québec, favorisant un continuum de soins et de services pour les jeunes. Les services offerts dans les sites d'aires ouvertes sont adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et offrent une variété de services de santé et de services sociaux, dont la santé mentale, la santé sexuelle, le soutien professionnel et d'autres services connexes. Okay? Donc, ça, c'est la définition sur laquelle est amenée qu'est-ce qu'une aire ouverte. Mais là, de manière plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Parce qu'il y en a actuellement, il y a des projets d'aires ouvertes qui sont en place au Québec. Donc, ce qu'on nous dit, une aire ouverte, c'est un espace d'accueil pour les 12 à 25 ans. Okay? Donc, on parle d'un lieu physique moderne, c'est comme ça qu'il le qualifie. Et quand il parle de moderne, il parle beaucoup de milieu de vie quand on lit les différents documents. Là, vous faites peut-être des liens avec des maisons de jeunes, avec du travail de rue, là, mais on ne parle pas des organismes communautaires, on parle de la vision qui est portée par l'aire ouverte. Donc, on parle de lieux avec cuisine, salle d'études, salle à manger, salle de consultation, la notion d'une réception, comptoir d'accueil un peu pour accueillir les jeunes. Et dans les services offerts, c'est très vaste. Hein? On parle d'employabilité, de santé mentale, de toxicomanie, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Quand on lit les documents, on parle aussi tout ce qui est violence. Donc, c'est vraiment très large. Puis le mot qu'il utilise, c'est le biopsychosocial. Donc, ça touche tout ce qui est santé physique, santé mentale, d'une manière très globale. Et on parle d'avoir sur place des professionnels. Donc, on parle de travailleurs sociaux, infirmières, psychologues, médecins, intervenants, psychoéducateurs. La liste se rallonge beaucoup à ce niveau-là. Et la petite flèche qui est mise, c'est des employés seront employés par les CIS, okay? Par les centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, c'est les CIS qui vont s'occuper de payer ou d'embaucher les personnes qui travaillent au niveau des aires ouvertes. Ça va jusqu'à maintenant? Je continue la présentation, puis OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y a déjà des aires ouvertes au Québec? En fait, il y a des projets pilotes actuellement à Laval, dans le nord de l'île de Montréal, je crois que c'est à Huntsic, puis à Sept-Îles. Et il y en a en développement, donc Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Estrie, la Gaspésie, Trois-Petits-Points, la Naudière. Et en fait, d'ici 2023, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, veulent ouvrir 80 aires ouvertes au Québec. Okay? Donc, c'est quand même considérable, 80, donc c'est plus qu'une aire ouverte, évidemment, par territoire. Donc, il pourrait y en avoir dans plusieurs parties de territoire partout à travers le Québec. Au niveau du financement, on parle de budget de 1,2 million par aire ouverte pour la mise en place de chacune des aires ouvertes. Et après ça, on parle de 31,2 millions par année de 2019 à 2024 pour l'implantation et le soutien. Le 31 millions ne comprend pas les salaires des intervenants, donc des professionnels qui vont être payés par le CIS, mais c'est vraiment au niveau des infrastructures et du soutien. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, en tout cas, il y a des questionnements aussi à avoir un petit peu à ce niveau-là. Et l'approche qui est mise de l'avant, eux, ils l'appellent l'approche participative intersectorielle. Donc, pour eux, c'est de travailler avec tous les acteurs du milieu. On comprendra que les carrefours jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont maintenant Carrefour Jeunesse, sont très, très, très impliqués, sont un peu la plaque tournante au niveau de ces projets-là, sont très impliqués dans les développements. On parle que les Carrefours Jeunesse, c'est vraiment le lieu pour la jeunesse. Puis on a vu les discours changer, puis les missions changer aussi
à travers les années. Donc, les carrefours jeunesse, le milieu scolaire, les organismes communautaires, c'est vraiment là tous les milieux intersectoriels. Donc, c'est l'approche qui est mise de l'avant avec un vocabulaire qui est quand même très communautaire à beaucoup d'endroits quand on lit puis qu'on tourne. Mais on verra que dans la réalité, des fois, il y a quand même des nuances à apporter. Est-ce que je continue, Hugo, ou il y avait... Non, ça va à date. OK. Donc, par qui est soutenu le développement du projet Air ouverte? Évidemment, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a le Fonds de recherche en santé, mais il y a une très grande implication. Je ne sais jamais comment le prononcer. La Fondation Graham Beck. On va dire Beck. Je vous ai quand même mis un peu la mission de la Fondation Graham Beck. Donc, la Fondation, en collaboration avec divers gouvernements canadiens et d'autres fondations philanthropiques, s'est concentrée sur la transformation des services de santé mentale pour les jeunes et les jeunes adultes. Donc, cette approche a contribué à appuyer des projets de services intégrés pour les jeunes partout au pays. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez taper Fondation Graham Beck puis aller voir leur approche au niveau de la santé mentale. Ce n'est pas ici que je l'ai documenté, mais c'est quand même intéressant d'aller lire pour voir la vision qui va quand même influencer les actions, la façon que ça va être mis de l'avant par la suite. On est beaucoup dans une notion encore là des meilleures pratiques, hein, d'implanter des nouvelles visions, des nouvelles façons de faire. On l'a vu un peu par le biais de la Fondation Chagnon, entre autres, au niveau de l'intervention avec les enfants, bon, au niveau de la lutte à la pauvreté. C'est un peu dans la même logique de ramener, de mettre en place des nouvelles structures de fonctionnement au niveau gouvernemental. Donc, on comprend que c'est une entente publique-privée qui est mise en place pour les aires ouvertes. Maya, je vais juste, ça réagit un petit peu dans le chat. Oui, je sais que c'est un sujet qui fait En fait, effectivement, hein, Nathalie Marcotte disait, ça y est, c'est une game de fondation puis du ministère de la Santé. Cela me rappelle la FLAC, ça c'est inquiétant. Mais effectivement, c'est un nouveau partenariat public-privé-social. On s'en était sorti avec la fin des projets avec la FLAC, mais là, on est de retour avec un nouveau PPPS. Là. Oui, puis on va le voir dans les enjeux que ça soulève juste un petit peu plus loin. Puis là, vous comprendrez qu'on est quand même entre guillemets, au début là, de notre analyse, de notre vision. Tu sais, ça s'est mis en place, on n'a pas trop entendu parler. Là, on va en entendre parler beaucoup parce que ça va aller vite. Donc, c'est un dossier sur lequel la Troquel va travailler. Je vais vous faire des liens avec notre plateforme de revendication commune aussi par la suite. Mais évidemment que ça soulève des enjeux qu'on a déjà vus, mais qu'il faut rester vraiment à l'affût. Donc, dans la Nodière, de manière concrète, parce qu'il y a eu la rencontre justement mardi passé qui était un événement à la Nodoie. Là. Donc, en février 2021, il y a eu l'embauche d'un chargé de projet par le CIS de la Nodière qui est Maxime Labelle. Donc, de février à avril 2021, il y a eu des rencontres et des échanges qui nous disaient avec 70 organismes, organisations de plusieurs secteurs. De ce qu'on a pu comprendre, je ne suis pas sûre que le milieu communautaire a été tant interpellé jusqu'à maintenant. OK? Ensuite, 20 avril, il y a eu l'événement qui était mardi avec quand même une centaine de personnes présentes, beaucoup d'organismes communautaires du monde du milieu de l'éducation, CGE, le politique aussi était présent. Et il vise l'implantation. En fait, il y aurait l'implantation d'une première aire ouverte à Joliette en janvier 2022. Okay? C'est ce qui a surpris un peu les gens sur place. On pensait que c'était plus quelque chose de consultatif et tout ça, mais non, l'horizon est vraiment l'implantation en 2022 puis de travailler pour arriver à cette implantation-là en janvier. En premier lieu, ce serait à Joliette. Par la suite, il y en aura certainement d'autres sur le territoire. Je tiens à dire quand même à cette rencontre-là de mardi, il y avait plusieurs prises de parole donc, qui étaient laissées. Je pense qu'il y a des regroupements qui avaient été approchés, entre autres au niveau des maisons de jeunes, travail de rue, auberge du cœur. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, les prises de parole qui ont été faites, des prises de parole préparées pour nommer les enjeux, pour nommer justement tous les impacts que ça peut avoir au niveau des organismes communautaires. Ça a été vraiment des belles interventions, puis j'ai déjà contacté quelques personnes pour avoir les textes qui ont été livrés, parce que c'est de l'argumentaire très solide qui a été travaillé par les organismes dans la région. En tout cas, moi, j'étais très fière de vous voir prendre la parole à ce moment-là pour exprimer les réalités et les impacts que ça peut avoir. Des questionnements et des enjeux.
Là, c'est très sommaire, c'est très, très résumé parce qu'on est dans une rencontre d'information rapide, mais il faudra y revenir. Donc, le dédoublement possible avec les missions, entre autres, des maisons de jeunes, café de rue, auberge du cœur, travail de rue, etc. Inquiétude sur les approches utilisées, sur le respect de la confidentialité, l'image réseau qui peut faire reculer les jeunes. Donc, est-ce que c'est le meilleur moyen d'aller vers les jeunes? Comment ils vont être accueillis? Les approches qui vont être utilisées? La question du financement, évidemment, je n'ai pas besoin d'en dire plus pour l'instant. Toute la question des ressources humaines qui a été nommée, qui a été mise de l'avant, avec des employés qui vont être embauchés par le CIS, avec des salaires, des conditions de travail et tout ça. Donc, on sait qu'il y a déjà des difficultés de rétention, d'aller chercher de la relève des gens dans notre milieu. Toute la question de mobilité des services, qui n'est pas tant présente dans les aires ouvertes. On parle de lieux fixes au lieu d'aller vers, justement, les organismes ou vers les jeunes. Comment va se faire le travail avec les organismes sur le terrain? Ça, c'est vraiment juste un petit résumé très, très rapide des enjeux qui ont été abordés puis approfondis aussi par les personnes qui ont pris la parole à ce niveau-là. Fait que là, Hugo, je pense qu'on pourrait prendre les interventions. En fait, on est beaucoup dans la réaction, je dirais. Ouais. Dans le fond, si on continue, Nathalie qui dit on va en entendre parler quand ils vont venir chercher des intervenants et des professionnels dans le milieu communautaire, parce qu'effectivement, on parle ici de salaire du réseau public dans les aires ouvertes. Donc, ça, il va y avoir une compétition qui va se créer. Mélanie Bélanger dit que les 4 auberges de la Nodière ont été consultées. Lydia de la Maison des jeunes de Berthier dit que les maisons de jeunes poussent très fort pour être présentes et interpellées dans la mise en place de ces aires ouvertes. Il y a Jocelyne de Santé à cœur qui dit que ça ne fait pas concurrence aux maisons de jeunes. Effectivement, on sent cette concurrence-là. Puis il y a José Lemay qui dit voilà pourquoi seulement 10 millions pour le PSOC. Puis là, moi, j'ai fait mon petit éditorial. Je ne veux pas être cynique, mais 10 millions plus le 31 millions, on est quand même proche du 40 qui avait été investi à l'année passée. Et puis il y a Nathalie aussi qui rajoute « Je serais curieuse de connaître les points de vue des OCA qui interviennent auprès des 12-25 ans. Aussi, ne pas oublier qu'il y a des 12-25 ans qui présentent une déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de l'autisme. Bon, ils n'ont pas eu d'écho là, au niveau de la TCRA-PHL. Puis il y a Mélanie qui aimerait ça intervenir. Oui. En fait, moi, ce que je trouve encore plus ridicule, je vais dire ça comme ça, c'est qu'ils nous ont présenté ça comme quelque chose qui serait par et pour les jeunes. Mais c'est clairement une commande c'est clairement une commande, là. Fait que je trouve ça encore plus... c'est farfelu un peu. Je veux dire, je sais qu'est-ce que ça va avoir sûrement, qu'est-ce que ça va avoir de l'air à la finale, mais l'espèce de truc de dire que les jeunes vont être inclus, ceux qui vont décider qu'est-ce qu'ils ont le goût de mettre à l'intérieur de ça, moi, j'y crois pas. Surtout que je le sais par mes collègues des auberges que c'est pas ça qui se passe nécessairement ailleurs dans les autres aires ouvertes. Il y avait une maman, c'était pour répondre à Nathalie Marcotte lors de la rencontre, il y avait une maman, je pense que c'est pour les parents en déficience intellectuelle, je ne me souviens plus mais elle a lancé le Q pour dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi les jeunes qui sont en déficience intellectuelle, je me souviens bien. Fait que voilà, là, c'est tout. Merci, Mélanie. C'est beaucoup l'utilisation, après Elena, j'ai vu ta main, on va revenir, mais beaucoup l'utilisation du vocabulaire communautaire qui est mis de l'avant justement pour vendre ces projets-là. Donc, en même temps, quand ces projets-là sont financés de cette manière-là, mais il y a une mainmise aussi, là, en quelque part, sur la façon que les choses sont faites, sur une mainmise qu'ils n'ont pas sur les organismes communautaires autonomes aussi. Mais là, c'est ma vision là, que j'apporte. Mais quand on regarde le financement à la mission versus du financement qu'ils donnent dans des structures comme celle-là, sur lesquelles ils ont un contrôle sur comment les choses sont faites, sur toutes les statistiques, sur toutes les données. Donc, il y a quand même des liens à faire dans l'analyse aussi qu'on va pousser un petit peu plus loin. Elena? Je voulais juste dire, je trouve ça dommage qu'ils se limitent aux 25 ans puis qu'ils oublient juste... Parce que les jeunes, en tout cas, l'expérience comme moi j'ai eue à Montréal, les jeunes 25 ans sont pas encore... si on veut vraiment
faire la boucle puis s'assurer que les jeunes accrochent, il faudrait aller jusqu'à 29 ans. Ils embarquent, ils sont encore trop immatures à 25. Si on veut des résultats, quelque chose, si on veut vraiment soutenir les jeunes, il faut se rendre jusqu'à 29. En tout cas, c'est une opinion de même. Là. Puis, effectivement, quand ça devient trop encadré par les institutions, les ministères, on va avoir encore plus besoin du communautaire parce qu'il va y avoir tellement de mailles, de trous dans le filet qu'il va falloir être là. Merci. Merci, Léna. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Hugo, ou questions? Oui, ça réagit bien dans le chat. Le concept de par et pour n'est pas à la base d'un organisme communautaire par le milieu pour le milieu, justement. Mélissa Desripies-Gaby, mais pourquoi une aire ouverte? À place, finançons les organismes à la hauteur des besoins. On n'en aura pas besoin d'aire ouverte. Sinon, vocabulaire pour le vendre, surtout à la population. Les gens ne vont pas comprendre que c'est le fruit d'une fondation, mais c'est le bon gouvernement qui offre des services aux jeunes. Puis justement, on parle d'orientation de la fondation. Puis il y a Pierre aussi qui dit c'est très Réseau québécois de développement social comme approche. Tout à fait. Bien, je pense que dans la suite des choses, à la Troquelle, on a notre plateforme de revendication commune, puis on a entre autres deux de nos revendications. Une qui dit l'arrêt par le gouvernement en place de toute tentative de privatisation du réseau public menant à une instrumentalisation menaçant l'autonomie des organismes. Je pense qu'on est en plein dans cette lignée-là d'instrumentalisation aussi, d'utilisation de partenariats publics-privés. Puis, on axait beaucoup aussi sur la part du gouvernement de se déresponsabiliser en créant des partenariats publics-privés. Un peu comme on le disait, le gouvernement justifie, dans le fond, l'atteinte de résultats par le biais souvent de partenariats comme ceux-là. Donc, on a quand même ce qu'il faut dans notre plateforme de revendication pour pousser notre analyse, aller plus loin. Moi, ce que je dirais au groupe, c'est Maxime Labelle du CIS, le chargé de projet. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez le rencontrer pour apporter, mettre de l'avant les revendications. Je voudrais que le politique était présent. Il y avait Valérie Roy, l'attachée politique de Véronique Yvon, qui a elle-même porté lors de la rencontre en disant « moi, selon ce que j'entends, c'est un dédoublement. On ne peut pas cautionner ça dans le sens qu'il y a un dédoublement avec ce qu'il y a déjà sur le terrain. Donc, que le politique a été présent, il y avait le niveau médiatique, je pense que c'est intéressant. Donc, moi, j'invite les groupes à oser poser des questions, à s'intéresser au processus qui est en place parce que la question, ce n'est pas est-ce qu'il va y avoir ou non une aire ouverte. Il va y en avoir, ça c'est clair. C'est le plan d'implantation. Donc, maintenant, c'est de la manière dont ça va se faire où on espère pouvoir influencer certaines choses, même s'il y a un cadre qui est quand même défini. Mais c'est un dossier que la Troquelle va se pencher puis va pousser avec aussi ses collègues des autres régions là, au niveau de la CITROC. C'est une préoccupation qu'on va porter. Ça va, Hugo? Je pourrais juste avec mon dernier truc sur les éclaireurs. Oui. En fait, il y avait Julie qui rajoutait moi, ça me donne l'impression qu'ils souhaitent remplacer les maisons de jeunes. Pourquoi ne pas simplement donner les moyens nécessaires aux maisons de jeunes pour répondre? Fait qu'on a tous pas mal cette même vision-là. José Lemay a dit qu'il y a aussi un organisateur communautaire du CIS qui est attaché au projet, c'est Patrick Malbeuf. Patrick Malbeuf, effectivement. Exact. Puis Richard qui demande si on a les coordonnées complètes du chargé de projet. On va vous les faire parvenir parce que je vais les mettre dans le courriel hebdo. On peut mettre ses coordonnées là-dessus. Il était très ouvert à être contacté. Donc, on va vous les transmettre sans problème. Puis, tu sais, juste pour conclure, là, on parle des aires ouvertes. On parle de l'utilisation du discours communautaire, des approches communautaires par le gouvernement. Puis, peut-être faire un lien. Là, je ne l'ai pas poussé beaucoup plus loin. Je n'ai pas eu le temps encore, mais on se souviendra qu'en novembre dernier, dans toutes les annonces en lien avec la santé mentale, il y avait eu une annonce d'un financement de 19 millions pour créer et implanter des équipes d'éclaireurs sur le terrain qui iront à la rencontre des clientèles vulnérables et mettront de l'avant des actions de promotion, de prévention, de détection et d'intervention précoce des problématiques psychosociales. Puis dans un article dans la presse, j'ai mis le petit extrait, là, on dit des éclaireurs seront déployés dans toutes les régions avec la mission de reconnecter les gens entre eux à l'intérieur des communautés.
Hein? Donc, on pense au centre de prévention du suicide, on pense aux organismes en santé mentale, on pense, qui font déjà ce travail-là, qui sont déjà le lien des personnes. Puis, on voit des annonces comme celle-là avec un discours très communautaire. Donc, c'est pas, il y a les aires ouvertes, là, il y a les éclaireurs, puis il y a d'autres choses aussi au niveau des aînés. Donc, je pense que nous, on va avoir un portrait à brosser en tant que Troquel, ce qui est un peu dans mon rôle là, au niveau des enjeux sociaux, justement. Mais il faut avoir en tête cette préoccupation-là parce que ça va avoir des impacts. Ça peut avoir des impacts au niveau du financement à la mission des groupes si les priorités gouvernementales vont vers ce type d'approche-là, mais en gardant un contrôle plus grand sur la façon dont ces argents-là sont utilisés. Puis, on ne se le cachera pas aussi, encore là, petite dose de cynisme, mais il implante, il accélère les processus quand les organismes communautaires sont prêts avec une pandémie à gérer. C'est plate aussi. Dans ces processus-là, on sent comme une utilisation d'un momentum. Puis ça, c'est au niveau du respect des organismes communautaires autonomes. Ça, on l'a nommé directement au ministère, mais vraiment, on sent là, ce tournant-là que le ministère prend actuellement. Puis moi, j'ai juste envie de vous dire, en tant que membre de la Troquel, n'hésitez pas à, là, c'est peut-être plus moi à contacter, là, c'est au niveau de mes dossiers, mais si vous avez des rencontres, si vous avez, c'est pas de savoir tout ce qui se passe, mais d'être informé de comment ça se passe, vos démarches, nous, ça nous aide beaucoup après ça dans nos représentations et nos réflexions. Je pense entre autres aux maisons de jeunes, aux auberges du cœur, mais aux groupes en santé mentale, en tout cas, tous ceux qui sont touchés par ce dossier-là de proche ou de loin, des fois, juste de nous donner un petit courriel ou un petit appel, un petit cue sur comment ça se passe, ça va-tu bien, ça va-tu mal, bien, nous, ça nous aide après ça à nous faire une tête, puis à vous appuyer aussi, en fait, dans ce dossier-là, puis si nécessaire, à aller chercher l'appui du mouvement quand ça a des impacts au niveau du mouvement d'action communautaire autonome. Donc, c'est super important d'avoir votre input à ce niveau-là en tant qu'équipe de la Troquel, parce qu'on ne peut pas... on n'est pas sur le terrain, puis on n'a pas toujours tous ces liens-là que vous pouvez avoir dans ces démarches-là. Il y a José Lemay qui a levé la main. Oui. Je me disais que c'était inutile de passer le commentaire, puis en même temps, je ne me sens pas capable. On lisait dernièrement, où on a vu à la télévision un organisme qui déplorait les conditions salariales des employés, la pénurie de main-d'œuvre. Quand il arrive avec des projets comme ça, parfois, on se ramasse avec des employés qui, l'intervenant est plus salarié que la direction dans la proposition des fondations privées. Et moi, je suis très, 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 très inquiète sur le recrutement de nos intervenants. On a beau dire qu'on fait de la conciliation travail-famille, qu'on est ouvert à un horaire flexible, mais j'arrive à ma retraite, moi, là, je vais avoir été bien contente d'avoir eu un horaire flexible, mais ça ne me donnera pas plus d'argent dans mes poches. Encore une fois, on approuverait les intervenants qui ont majoritairement une même formation que les intervenants du CIS. Et ça, de plus en plus, ça m'exaspère et je ne sais pas comment on va arriver à réagir pour que la population se rende compte qu'on n'est plus à l'époque de la bonne volonté des gens d'une paroisse pour aider les autres, mais que c'est un service professionnel tout aussi utile que les services du CIS. Tout à fait. Merci, José. Effectivement, c'est super pertinent et on l'a beaucoup en tête. Il y a Richard qui lève la main. Pour faire du pouce sur ce qu'il vient de dire que José a dit. Oups, je tapais pas, j'ai oublié de... Bon, écoutez, la DPJ recherche du monde. Dans le milieu de la santé, on cherche plein de gens. Il manque des ressources dans le milieu de la santé. Fait que je ne suis pas étonné qu'on vienne gratter puis qu'on vienne... On le fait depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'intervenants qui quittent le communautaire à cause des conditions. Fait que je vous dirais que je ne suis pas surpris de ça. Ça me désole, hein, après 25 ans, après 40 ans, moi, dans le milieu communautaire, je vais vous dire, c'est toujours avec un pincement au cœur que je me dis ça n'a pas de bon sens, mais c'est notre réalité aujourd'hui. Hein. Oui, puis juste pour faire un petit peu de pouce après ça, je vais à toi, Mélanie, mais dans les aires ouvertes existantes actuellement, dans les projets pilotes, ils ont beaucoup de difficultés à trouver, même eux, des médecins, ils n'en pleut pas nulle part. Là. C'est beau de dire qu'il va y avoir un médecin, qu'il va y avoir des psychologues, mais il n'y en a pas dans les aires ouvertes actuellement des psychologues parce qu'ils n'en trouvent pas
Donc, tu sais, il n'y aura pas des nouvelles ressources disponibles soudainement parce qu'il y a des aires ouvertes. C'est un peu cette pensée magique-là quand ils présentent le projet que les jeunes vont avoir accès à l'ensemble de tous les professionnels qui pourraient exister, mais alors que dans la réalité, c'est pas ça non plus. T'sais. Mélanie? C'est exactement ce que je voulais dire, Maïa. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les autres aires ouvertes actuellement. Là. Il était supposé avoir des psychiatres, des psychologues, mille et monde. Puis finalement, ben, tu as une éducatrice spécialisée puis une infirmière pour une population X. Là. C'est ça. Fait que c'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie parce que je n'avais pas saisi, moi, que c'était une fondation qui chapeautait tout ça. Je ne sais pas pourquoi que je n'ai pas saisi cette information-là ou si on me l'a donnée. Mais moi, ça fait comme 2 semaines que je travaille à air ouverte beaucoup. Là. Je t'en rends compte aux Auberges du Cœur, puis aussi entre nous, les auberges. Puis je n'avais pas saisi du tout que c'était chapeauté par une fondation. Je savais que c'était un modèle australien qui a été importé ici puis que ça avait l'air à marcher en Colombie-Britannique, mais je n'avais pas compris ce bout-là. Mais ils ne le mettent pas de l'avant volontairement, en tout cas dans les discussions que j'ai eues, à cause qu'ils savent que ça fait réagir, tu sais, qu'on a des historiques de réaction par rapport à des partenariats publics-privés. Donc, semble-t-il que c'est volontairement pas mis tant de l'avant, mais si tu vas sur le site de la Fondation et tout ça, c'est clairement établi le lien, c'est vraiment un partenariat. Mais je suis surprise, Maïa, parce que, tu sais, là, entre nous, ça reste entre nous. J'ai une grande confiance en Patrick Malbeuf. J'ai travaillé beaucoup avec lui, il est organisateur communautaire, puis je suis surprise qu'il ne l'ait pas mentionné. Voilà. Ben, je vais le questionner. Ben oui, tout à fait. C'est ça l'idéal, en fait. Tout à fait. Il y a Eliane. On avait réagi aussi sur le fait que d'accueillir un enfant qui a 12 ans puis un jeune de 25 ans, c'est pas du tout la même chose à la même place. Puis on a eu aussi des beaux petits témoignages de jeunes bien ciblés sur des problématiques particulières. Nous autres, on a eu le droit à celui du TDAH qui a passé par la DPJ, qui a été sorti de l'école, qui est maintenant en famille d'accueil puis qui fait l'école à la maison. C'était vraiment un problème qu'on dénonce depuis super longtemps, mais il n'y a aucun organisme communautaire de TDAH qui a été consulté là-dedans. Là. Puis l'autre affaire que je me disais, c'est qu'il y a de moins en moins d'intervenants dans les écoles. Hein. Les infirmières ne sont plus là, les TTS ne sont plus là. Fait qu'en quelque part, les écoles étaient super contents, les centres locaux d'emploi aussi, de récupérer en quelque part. Mais ça serait le fun aussi de garder dans les écoles parce que c'est là souvent que les problèmes ils commencent. Pas que le communautaire n'a pas sa place là-bas parce qu'on n'a plus d'entrée et on n'y va plus non plus dans les écoles parce qu'on n'a plus le droit. Là, que là, c'est pas juste la pandémie qui fait ça. Fait que ça vient ramasser un paquet de choses qu'on a dit, qu'on a dénoncé depuis longtemps en même temps. Les médecins, oui, mais les infirmières dans les écoles, il n'y en a plus non plus. Fait que tout ça a été ramassé à la même place. Mais je ne suis pas convaincue qu'on va avoir plus accès à ces services-là. Tout à fait. C'est ce qui était nommé, effectivement, Eliane. C'est pas, il y a une pensée magique, on dirait que tout ce beau monde-là va être disponible, mais dans la réalité, c'est pas ça. Fait évidemment, avec l'ensemble des enjeux que ça soulève, puis je veux quand même dire aussi, Maïa avait participé à une rencontre nationale au début de l'hiver, justement, avec les regroupements nationaux, le ROCAGE, qui est le regroupement des organismes communautaires jeunesse. Il y avait aussi le regroupement des maisons de jeunes du Québec. C'est un dossier qu'on suit. On a même, à un moment donné, tenté une conférence de presse, là, Coalition des trocs, la coalition interjeune. Finalement, le timing de la pandémie a chamboulé un peu le plan de match, mais ces discussions-là se passent, oui, à la troquelle, mais je vous dirais que c'est beaucoup vu au niveau national aussi. Ça démontre un besoin de rapport de force aussi. Il y a Mélissa et Isabelle qui disaient que ça donne quasiment l'impression que le gouvernement essaie d'éteindre les organismes à petit feu, là, en tassant tout le temps le financement ailleurs. Fait qu'effectivement, dans la campagne Engagez-vous puis dans le travail du RQAK, c'est comme un peu bizarre. D'un côté, tu as le PAGAC qui veut renforcer le communautaire puis amener du financement à la mission. Puis de l'autre côté, tu as un ministère comme celui de la Santé qui propose toujours des voies alternatives à l'action communautaire autonome. Fait que c'est sûr qu'il y a un rapport de force qui va être encore important à maintenir. Puis, on s'est beaucoup parlé de l'importance de
d'être unitaire dans ces campagnes de mobilisation-là, justement, qu'on se partage les infos entre ministères, qu'on soit un mouvement d'ACA. Mais je pense qu'on en a là une belle démonstration que c'est d'autant plus important actuellement. J'ai lu là, vite, là, on dirait une phase 2, une prise 2 de pédiatrie sociale. Ben oui, il y a des liens à faire. Moi aussi, j'avais fait certains liens dans ce sens-là. Puis c'est ce qu'on fera à la Troquelle. C'est ce que je ferai un peu un portrait de l'évolution de ce qu'on a vu là, dans les 10 dernières années par rapport aux différentes fondations, aux liens avec le ministère et tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir un peu l'histoire puis de voir vers où on s'en va aussi, là. Sinon, question de glisser vers notre dernier sujet d'actualité communautaire autonome. En fait, on voulait juste vous mettre au parfum de quelques travaux qui avaient été qui se font à la Troquelle. N'oubliez pas de mettre à votre agenda le 26 mai à 13h pour l'Assemblée générale annuelle de votre Troquelle. AGA, qui aura une petite saveur 25e anniversaire. On ne peut pas être dans une salle tout ensemble et célébrer les 25 ans de notre travail régional, mais on va quand même souligner de certaines façons là, les 25 ans de notre Troquelle en attente du vrai party qui un jour peut-être aura lieu quand la pandémie sera finie. À partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir le formulaire de renouvellement de la Troquelle. On a décidé d'aller vers un formulaire express qu'on nommerait. L'idée, c'est que vous aurez juste à compléter les informations qui ont changé avec l'année passée. Donc, si vous avez encore le même nombre de travailleurs-travailleuses, si vous avez le même nombre de bénévoles, si votre président ou votre présidente est la même, vous n'aurez pas à recompléter le formulaire. Vous allez juste avoir à nous dire ce qui a changé, puis la résolution de votre conseil d'administration. Fait que si vous avez un conseil d'administration qui s'en vient, n'oubliez pas de le mettre à l'ordre du jour. Et là, sérieux, on se donne un défi régional. Depuis 5 ans, en fait, non, c'est pas vrai. Depuis 10 ans que je suis à la direction de la Troquelle, les renouvellements s'échelonnent du mois d'avril jusqu'au mois de mars à chaque année. Puis là, quand on a fini en mars, on recommence en avril. Fait que là, on se donne un défi colossal, gang, s'il vous plaît, aidez votre Troquelle. On règle tout ça au 11 juin cette année. OK? On raccourcit ça. Fait que, sérieux, on en parle, puis vous allez voir dans nos communications, mais mettez ça à votre prochain conseil d'administration. Puis il y a plein de CA là, qui ont lieu avec les AGA qui arrivent, avec la reddition de compte, avec tout ça. Fait que, sérieux, là, on a besoin régionalement de se donner un coup de pouce. Là. On essaye de régler ça. Pas on essaye, on réussit de régler ça au 11 juin cette année pour qu'on puisse se concentrer après ça, l'équipe de la Troquelle, sur d'autres éléments. Donc, d'où l'idée de vous faire un formulaire très express aussi pour vous aider. On essaie de s'aider de part et d'autre. Il va être super simple à remplir. Juste la résolution, même pas de signature cette année encore à cause de la pandémie. On sait que c'est pas facile. Puis de l'autre côté, essayez de faire ça direct de votre prochain conseil d'administration. Sinon, sur une note un peu plus sérieuse, vous avez reçu des courriels par rapport à la vaccination. On a fait des pressions dans la région. La vaccination, maintenant, on a le PDGA qui nous a écrit qu'elle est ouverte à l'ensemble des organismes communautaires, donc pour tous les travailleurs-travailleuses. Évidemment, il y a la phrase qui travaille avec les personnes vulnérables. C'est la priorité actuellement du ministère de la Santé. Pour vous aider, en tout cas, autour de nous, là, il y a des organismes qui sont allés, ça a fonctionné. Ce qu'il faut, c'est une preuve. Il faut une lettre signée de l'employeur qui dit que vous travaillez dans le mouvement communautaire ou si des bénévoles, c'est la même chose. Vous avez vu dans la lettre, là, on parle des travailleurs, des bénévoles. Ça se peut qu'il y ait des ratés dans le milieu là, parce que encore là, entre ce qui se passe sur le terrain, puis en bas, c'est des fois difficile, mais nommez-le. Puis moi, ce que je vous invite, c'est même à imprimer le courriel avec la signature de M. Salois, qui est le président directeur général adjoint, parce que vraiment, autour de nous, on a eu un cas là, de vraiment une personne qui a été refusée. Puis de ce qu'on a compris, elle n'avait pas de lettre qui stipulait que c'était une personne qui était à l'emploi d'un organisme. Fait que, c'est peut-être là ce qui aide dans la situation. Oui, Richard? Il y a une question. Ah, OK. Vas-y, Richard, après ça, je vais aller avec le chat. Rapidement, est-ce que je comprends qu'il faut arriver avec la lettre au centre de vaccination puis le montrer sans prendre de rendez-vous? Ça dépend des endroits. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des endroits sans rendez-vous, puis il y a des endroits avec rendez-vous. Mais
peu importe la formule, il faut la lettre, que vous la présentiez au moment où vous faites vacciner. OK, mais ça ne donne absolument rien, Hugo. Moi, j'ai des gens, là, j'ai 2 collègues, ça va être le 1er, le 2 mai. Moi, je l'ai déjà été à cause de mes 60 ans et plus. Mais ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, là. C'est une promesse qu'ils faisaient et on ne passera pas plus vite. Les gens se sont inscrits, ils passent le 1er puis le 2 mai avec rendez-vous. Fait que ce que je comprends, c'est que ça ne va pas plus vite. Les lettres sont faites, moi. Ils sont remis aux gens. Mais ça, là, c'est une perte de temps inutile du 6. Je me dis, il y a souvent des informations. Je ne les blâme pas nécessairement. C'est que je me dis, avoir mis tant d'énergie là-dessus pour absolument rien. Moi, je me suis inscrit, puis 3 jours après, j'avais un rendez-vous. Mes gens sont après s'inscrire. Oui. Mais Richard, c'est pas dans la vitesse de. Ils ne peuvent pas passer devant le monde, mais ils ont accès. Tu sais, par exemple, les intervenants qui sont à la tranche, mettons, je dirais entre 30 et 60. Il y aurait 30 et 55, il n'y aurait pas le droit d'y aller. Mais là, s'ils ont une lettre, ils peuvent prendre rendez-vous puis aller à la vaccination. Mais je comprends ce que tu dis. Ce n'est pas un laissez-passer qui fait que c'est plus rapide. C'est juste qu'ils ont accès à la vaccination, contrairement si on attendait que l'âge diminue pour l'accès au vaccin. Elle est là, la nuance. OK, merci. Sauf que c'est de la perte de temps selon moi, là, en tout cas. C'est correct, merci. Puis juste dire, parce que je vois dans le chat, il y en a qui disent qu'il y en a qui n'ont pas eu besoin de lettre. Ayez la lettre, parce que certains ne la demandent pas en tout, puis il y a d'autres qui vont à d'autres endroits où là, ils te demandent ton relevé de paie, ils te demandent ta lettre, puis ils te demandent. C'est tout un, tout l'autre. Fait que moi, je pense que c'est toujours mieux que les personnes qui ont la petite lettre signée, puis leur relevé. S'ils le demandent, ils l'auront. Puis s'ils ne le demandent pas, ben tant mieux, ils n'auront pas à le montrer. Mais au lieu qu'il y en a qui se fassent retourner de bord parce qu'ils n'ont pas, nous, on vous conseille quand même de leur remettre une petite lettre très brève, hein, ça a quelques lignes. Mais au moins, s'ils en ont besoin, ils l'auront avec eux. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Mais effectivement, il y a des endroits où ils ne le demandent pas, puis il y a d'autres endroits où ils sont beaucoup plus piqués sur la question. Isabelle. Quand on a reçu le courriel qu'on remplissait le tableau pour tous les employés avec toutes les infos, c'est moi qui ai perdu ou c'est eux qui nous appelaient pour prendre rendez-vous puis pas nous qui appelaient? Ben, on dirait que ça, depuis l'annonce du ministère, là, ça, je vais le dire comme ça a tout chié. Moi, j'étais bien confiante, j'attendais. Non. Non, vous pouvez faire les démarches vers le réseau pour la vaccination. Ah, d'accord. Vraiment, là, il y a un cafouillis là, total et complet par rapport à la vaccination. Vraiment. Oui, Richard? Bien, c'est ça. Ça, pourquoi c'est une perte de temps? Isabelle, elle vient de le dire. On a rempli, ça fait 3 semaines et demie. Moi, j'ai gagé 50 $ avec mes employés qu'on va se faire vacciner avant de recevoir le truc qu'on avait rempli avec tous les employés, nos bénévoles. Fait que pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Puis c'est une perte de temps. Puis dans la vie, il me semble que, surtout en temps de pandémie, on n'a pas de temps à perdre. Que ce soit le ministère qui a changé tout ça, on voit bien qu'il y a une incohésion. Comme je dis, je ne les blâme pas. Mais Carlis, appelez-nous pour nous dire que vous avez fait une erreur et que ça ne marche pas. La fille qui a envoyé ça, qui est en charge dans la région, envoie donc un courriel en disant, bien finalement, attendez pas après une réponse parce que vous n'aurez pas, fait qu'inscrivez-vous. Ça aurait été par politesse, gentil qu'elle fasse ça. Ça m'étonnerait que le 6 fasse ça. Ben, on peut, non, mais tu as raison, Richard, de le nommer. Puis on peut demander aussi qu'il éclaircisse ça. Parce que même là, j'avais oublié cette démarche-là, mais effectivement, ça serait le fun de dire aux organismes qu'il y en est. Là. Fait que parfait, on va leur adresser. D'autres questions par rapport à la vaccination? Ça va. Tu demandais une bonne nouvelle, Isabelle, dans le chat tantôt. Écoute, ça ne sera pas extraordinaire. Là. Le soleil n'apparaîtra pas quand je vais dire ce que je vais dire. Mais quand même, je suis content parce qu'on a parti une mob nationale. Hein? On vous a parlé beaucoup là, du report de l'application du cadre ministériel du PSOC parce que, entre autres, ça change votre édition de compte annuelle de cette année. Vous allez recevoir une lettre en début de semaine prochaine. Le 6 a décidé de ne pas attendre la consigne du ministère de la Santé. Puis, il reporte d'1 an l'application du cadre du PSOC. Donc, ce qui veut dire que pour les seuils, pour les audits, par exemple, là, qui avaient tout changé, bien, ça va être comme ça a toujours été
pour cette année. Puis l'année prochaine, ça va être les nouveaux seuils. Fait que je dirais, ça arrive tard, mais en même temps, il a fallu la pression, il a fallu. C'est un gros dossier là, qu'on a porté à la Troquelle. Fait que vous allez recevoir la lettre, là, ça m'a été confirmé hier par courriel. Donc, vous allez recevoir la lettre. C'est sûr que ça ne touche pas l'ensemble des OCA financés au PSOC, mais il y a certains groupes là, qui se retrouvaient dans le pétrin par rapport à ça. Fait que ça va donner un petit peu d'oxygène. Mélissa? Oui, excuse-moi, Hugo. Dans le fond, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Donc, si je comprends bien, c'est que ça va être ça ne touche pas cette année, donc qui se termine au 31 mars ou celle qu'on a commencée au 1er avril? Non, ou les deux? C'est la reddition de compte que vous êtes en train de faire là. OK. Ça ne touche pas l'année qui terminait le 31 mars 2021, ça a commencé au 1er avril. Oui, c'est ça. Ben, c'est votre édition de compte du 31 mars 2021 pour l'année 2021. Parfait. Mon autre question, tu avais parlé que le gouvernement avait demandé que les organismes payent les frais de déplacement le même prix que le public. Tu te souviens? Il y avait une discussion par rapport à ça. Oui. C'est pas que le ministère demande que vous payiez ça. C'est que vous n'avez pas le droit de payer plus. Mais si, mettons, vous payez déjà 45 sous, mettons, ben vous êtes en bas du 59. On n'est pas obligé de monter à 59. Non, pas du tout. J'avais mal compris. Parfait, merci. OK, ben on l'éclaircit. C'est juste que la règle, c'est que vous n'avez pas le droit, selon ce qui est écrit dans le cadre ministériel, de dépasser le 59 sous. Mais après ça, c'est à l'organisme à définir son montant de remboursement. Fait que voilà, on en est là pour les actualités communautaires autonomes en ce 22 avril. Juste noter qu'il n'y aura pas d'entracte au mois de mai. Ça va être remplacé par l'Assemblée générale annuelle où on va se partager plein d'informations. Il nous reste, je dirais, 3, 4, 5 minutes. Est-ce qu'il y avait des questions plus générales qu'on n'a pas touchées ce matin avec les sujets abordés que vous auriez aimé poser à Maya ou moi? Là, il y avait une question, Hugo, spécifique dans le chat par rapport au covoiturage, là, aux frais. Nous, on donnait 60 $ pour les personnes qui font du covoiturage. Ça veut dire qu'on ne pourra plus. 60 sous, pas 60 $, je m'excuse. C'est 60 sous le kilométrage qu'on donne. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, si sont 2-3, finalement, ça revient moins cher que si tu payes chaque personne. Ça encourage le covoiturage, puis c'est bon pour l'environnement. Mais là, si on a un maximum de 59 sous, ça veut dire qu'on va être obligé de donner 59 sous. C'est ça, je comprends? En ce moment, c'est ça qui est inscrit. OK. Je trouve ça, c'est un peu de l'ingérence quand même dans nos... Ah ben non, c'est pas un peu de l'ingérence, Vicky. C'est énormément d'ingérence. Puis ça, c'est le Conseil du Trésor qui nous oblige ça, là. D'où les sorties publiques qu'on a faites, là. Le Conseil du Trésor n'était jamais venu gérer le PSOC avant. Puis là, aujourd'hui, il commence à venir embarquer dans notre programme de soutien aux organismes communautaires. On est en furie là, par rapport à cette décision-là. Fait que c'est pour ça que quand on dit, effectivement, le 59 sous, ils l'ont écrit dans le cadre ministériel, bien, c'est pas 59, là, c'est le taux du réseau public, des fonctionnaires, là, mais on est en maudit là, par rapport au ministère, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Interrogations? Ça va? Ben sinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'AGA risque quand même d'être un petit peu plus joyeuse que notre entracte. En même temps, on a partagé la vraie situation. On n'avait pas envie non plus d'enrober la situation. Quand ça va bien, mais quand il y a des enjeux, il y a des enjeux. Aujourd'hui, je pense que ça nous remet le pied dans ces enjeux-là. Puis moi, je pense que ça rappelle tout le besoin de mobilisation, puis que le mouvement soit visible, puis que le mouvement soit en pleine cohésion. Ben, je pense que ça nous le démontre là. La force de tout le monde, tu sais, puis effectivement, les aires ouvertes, on pourrait dire « Ah ouais, ben là, c'est le secteur jeunesse. » Non. En arrière du secteur jeunesse, il y a une philosophie d'un ministère là, qui, selon moi, beaucoup plus grand que juste le secteur jeunesse. On l'a vu avec les éclaireurs en santé mentale. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça nous permet de voir comme mouvement l'importance qu'on a à se soutenir les uns les autres. Et puis je pense que ça en est une belle démonstration aujourd'hui. Oui, Elena? Ils essayent juste de nous imiter, mais ils ne seront pas capables. Voilà. On est irremplaçables. Ça, j'en suis convaincue. On en est convaincus, nous aussi. Bon, ben génial. Ben écoutez, merci beaucoup.
Je pensais jamais qu'on serait dans les temps comme ça avec notre entracte. Mais passez un beau jeudi. Puis rappelez-vous, AGA 26 mai, au 11 juin, tous les renouvellements sont rentrés à la Troquelle. Je suis sûr qu'on est capable de relever le défi. Parlez-en à vos amis, lancez-vous des défis. Merci, bonne journée. Merci. Bye. Merci beaucoup d'avoir été là.